Hello, hello à tous, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter ce podcast, mais nous, en fait, on fait ce podcast quand on vient se coucher. Donc là, on est dans le lit et on a décidé d'avoir cette fameuse discussion sur le livre Marie-toi et sois soumise de, elle s'appelle Constanza Miriano. Et je rappelle que Constanza Miriano, qui a 4 enfants, qui a un seul mari et des centaines de points d'interrogation dans son agenda, elle aime beaucoup les parenthèses. Donc si vous lisez le livre, vous allez voir des parenthèses partout. Je vous recommande de ne pas lire les parenthèses si vous voulez pas de détails, d'aller straight to the point. Elle est journaliste à la télévision italienne. Je pense qu'elle a été aussi à la radio italienne, la radio catholique. Elle a beaucoup de sens de l'humour. Elle a beaucoup d'ironie aussi en stock. Et Constanza raconte des histoires. Elle répond en fait à chaque ami qui vient lui poser des problématiques. Et la première de ses amies qui lui pose une problématique, c'est pourquoi est-ce que je dois me marier finalement? Elle est en pleine panique avant de se marier avec l'homme de sa vie. J'aime beaucoup son style, pour résumer, mais je m'attendais à autre chose. D'abord, je m'attendais à un livre un peu type Gary Chapman, anecdotes, conseils, tips, etc. sur comment bien réussir, avec beaucoup de partage de vie personnelle pour qu'on se sente bien impliqué. Autre chose que j'ai pas trop aimé, c'est l'hyperchristianisme qui est dans le livre parce que finalement, elle n'a même pas besoin de citer les passages bibliques, elle est la Bible. Donc très judgmental, ce qui n'est pas le cas de Dieu, du genre à dire l'existentiel c'est ça, l'essentiel c'est ça, la vérité c'est ça. Bon, elle n'est pas dans la vérité des autres. Et enfin, l'autre point négatif du livre, c'est qu'elle écrit vraiment comme ce qu'elle est finalement. Donc je ne sais pas si le livre est adapté à nos réalités parce que elle écrit comme une Européenne pour les Européennes qui sont, à son avis, un peu en train d'aller à volo et d'oublier ce qui est essentiel dans le mariage pour elles, c'est-à-dire engagement, don de soi, ouverture à d'autres vies, mais savoir que la femme, elle incarne ça et que l'homme, il incarne le guide, la règle, l'autorité, machin, etc. Donc, c'est un peu ça le point de vue de Constanza. Et je vais accueillir mon invité, qui va rester mon invité tout le temps, en fait, qui est mon co-animateur, qui est la personne qui partage ma vie et qui est avec moi ce soir, qui va rester avec moi, parce que tous les vendredis, on a prévu de vous partager notre podcast personnel. Je vais l'appeler Dopamine, parce que c'est ma dopamine personnelle. Et donc, il va essayer de ne pas dire son nom. Même si ça va être dur, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Monsieur Smoro. il va révolter les féministes masculinistes. Oui, c'est ça, les masculinistes. Tu vas révolter les masculinistes, hein, monsieur Smoro. Donc, voilà. On partage notre vie depuis un bout de temps. On se connaît depuis 2009, je pense. C'est ça, non? 2009? Ouais, 2009. à distance d'abord. À distance. Il m'a vu sur Facebook. Génial. Facebook, finalement, aura tout fait dans ma vie. Et donc, je suis très reconnaissante à Mark Zuckerberg. Marco, merci. Et puis voilà, on est resté amis longtemps à distance. On a fait nos vies, on a construit un peu nos vies. Et puis, on s'est retrouvés quelque part au milieu du chemin. Dopamine. Coucou. La population veut t'entendre. Bonsoir la population. Alors, on va aller straight. J'ai à peu près 5 questions, mais je pense qu'après, ça peut digresser. D'abord, faut savoir que j'ai demandé que tu fasses ce podcast avec moi. Je savais pas que tu allais accepter. Mais je pense que c'est important pour les hommes d'entendre d'autres voix. D'entendre la voix d'hommes comme eux, qui vont leur faire comprendre que aimer, c'est différent de ce que eux ils ont vu. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que dans le monde dans lequel on vit, tomber sur un homme comme toi, c'est une vraie grâce. Je sais que tu aimes les compliments, mais c'est vrai. Tous les hommes aiment les compliments, hein. Faut dire encore. Même si on fait mine. genre, Je n'ai pas été intéressé, mais franchement,
Ok, merci. Mais moi, je sais que tu aimes ça. Je vois ça sur ton visage. Alors, la première question que je vais te poser, à laquelle je vais répondre après toi à chaque fois, c'est comment tu perçois l'idée de la soumission dans le mariage? Et comment est-ce que tu conçois la façon dont elle le voit dans le livre? D'abord, première question, c'est quoi la soumission pour toi? Donc, la soumission, de mon point de vue, comme je le ressens, c'est un don de soi qui n'est pas forcé, qui est fait avec amour, qui est marqué par des gestes de sacrifice euh, individuels. Et comme je l'ai dit, qui sont faits instinctivement, en fait. Mhm, Ça fait partie de ta personnalité. mhm, Personne ne t'oblige à le faire. Tu le fais pas en attendant quelque chose en retour. mhm, Tu le fais pour que la relation avance, mhm, pour que le foyer soit plus solide, mhm. pour que la famille soit dans un bien-être Et, continu, et donc là, tu parles bien d'un foyer, d'une relation stable et saine, hein, stable, équilibré. et saine. Équilibré, D'accord. sain. Et donc, et dans le livre, Dans le livre, elle est plutôt dans une approche traditionnelle, ouais, religieuse, où extrémiste, l'homme est le chef de famille, il décide, la femme obéit. c'est ça. Elle tait ses envies parfois, Mhm. ses ambitions, Et c'est ça être une bonne femme, en fait, selon elle. voilà, selon elle. Et elle dit même que c'est naturel. Oui, elle C'est dit que qu'elle elle va jusqu'à dire que c'est naturel. Là où moi, par exemple, je dis ce n'est pas naturel, c'est conditionné. Puisque en fonction de la société dans laquelle on vit, on a des attitudes, des comportements, et même des qualités et des défauts qui sont différents. C'est-à-dire que dans une société africaine, tu auras très peu de femmes qui savent pas préparer parce que on les a conditionnés à apprendre à cuisiner. Je veux dire, même à l'école, on nous donne des cours de cuisine quand on est dans des écoles de filles, des cours de couture, d'accord? Mais les garçons font pas de cours de couture. Les garçons font pas de cours de cuisine. Pour devenir cuisinier, il doit aller à l'école de cuisine après avoir passé le bac, ouais. d'accord? Donc, bon, en Europe, c'est différent. C'est pour ça que je dis le livre, je m'attendais à avoir un truc universaliste comme Gary Chapman, mais pas une personne qui a un point de vue bien arrêté et qui est dans sa réalité. Parce qu'on n'a pas la même réalité. Et pour aller en contresens de ce qu'elle pense, en fait, en fonction de ce que tu viens de citer, si on regarde cuisine, couture, euh, art, musique et autres, les hommes excellent. Effectivement. Les meilleurs chefs cuisiniers sont des hommes, les meilleurs Voilà. musiciens en général. Vraiment, en fait, tout ce qu'on dit ne pas être naturel se révèle être c'est comme si c'était un terreau en fait de génie pour ceux à qui on interdit. Parce que finalement, en disant que c'est des trucs de filles, c'est aussi une façon de stigmatiser les hommes, hein. De dire toi tu n'y touches pas. Parce que si tu y touches, c'est que Si, même voilà. quand il a envie, même quand ça Même lui quand plaît, il la l'aime. société l'empêche Voilà. de faire ce dont il Et a envie. quand il se retrouve à faire ce qu'il veut, par exemple comme la couture, tu les vois en train de se féminiser. Parce que finalement, si on leur a toujours dit que c'était pour les femmes, eh ben, c'est toute logique que, et c'est eux qui habillent le mieux. Voilà, c'est eux qui habillent le mieux les femmes. C'est les hommes qui habillent le mieux les femmes. Et c'est vraiment, moi, je trouve que, elle prend même comme exemple, hein. Elle va plus loin. C'est qu'elle prend comme exemple le fait que ça peut pas être, ça peut pas ne pas être naturel. Parce que même à l'école maternelle, on voit les pompiers et les astronautes d'un côté, et ce sont des garçons, et les infirmières et les cuisinières de l'autre, et ce sont les filles. Mais c'est grave qu'elle écrive ça en 2025 pour moi, hein. Et je pense qu'elle l'a écrit avant. J'ai pas vu la date d'édition du livre, mais elle l'a écrit avant. Toujours est-il que là, pour moi, la définition de la soumission que toi tu as donnée, c'est quoi exactement? C'est quoi ta définition de la soumission? La soumission, c'est le respect de l'autre. C'est le don de soi. Le respect de l'autre, don de soi. Don de soi, c'est... Bon, par don de soi, je parle de sacrifice, hein. Mais pas sacrifice dans le sens où tu t'abandonnes entièrement. Tu abandonnes une partie.
Mhm. Mais c'est pas, Oui, c'est pas un sacrifice obligé. bah oui, C'est-à-dire, l'autre te pousse pas à te sacrifier. Là, c'est non, plus un sacrifice. oui. Voilà. Là, c'est un suicide. Je suis plutôt Voilà. d'accord avec toi. En fait, pour toi, c'est donc respect de l'autre, respect des engagements, don de soi. Et moi, j'irais plus loin en disant que non seulement on a la même définition de la soumission, c'est le respect de, c'est la foi. Parce que tout ça, c'est quand même qu'on arrive en couple sans vraiment connaître la personne à qui on a affaire. Comme les religieux le disent, sacerdoce. C'est un sacerdoce. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je pense que là, c'est la discussion. Le thème de la discussion, c'est le rôle et la place de la femme dans le mariage. La deuxième question que je vais te poser, parce que la première, c'est une question sur la définition de la soumission. Donc, toi et moi, nous sommes accordés sur le fait que la soumission, c'est ça. Respect Mhm. de l'autre, respect de la relation en elle-même, Mhm. respect du principe Mhm. de servir, en fait. Ouais. On sert. C'est-à-dire que être soumis, c'est se mettre au Au service service d'eux. de. Et pour nous, c'est se mettre au service de l'autre, c'est se mettre au service de la famille, c'est se mettre au service de la réussite de tout un chacun dans la maison. Là, on rejoint l'auteur. Quand elle dit, la femme, en fait, c'est la façon de réunir, de gérer, de donner, en fait, de la vie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire D'apporter donner la la lumière. vie, apporter la lumière, donner des conseils, etc. Là où moi je freine, c'est là où je dis, faut pas que ce soit au détriment de sa propre santé. Faut pas que ce soit au détriment de soi-même. Faut pas que ce soit obligé. Rien fait à Voilà. contre. Allah lui-même n'est pas obligé. Voilà. Si tu fais quelque chose, que ce soit, c'est même si c'est un devoir que tu dois accomplir, tu accompliras ton devoir avec amour et fierté. C'est différent de quand ce n'est qu'une obligation et que ça apparaît comme ça. Voilà pourquoi des femmes, par exemple, elles détestent la cuisine parce que c'est une obligation terrible pour elles. La deuxième question, c'est est-ce que tu penses que du coup, il existe une complémentarité entre l'homme et la femme dans le mariage? Est-ce qu'il y a une complémentarité? Oui, elle est même naturelle parce que on choisit l'autre souvent par rapport à ses insuffisances, comme on dit. On voit des qualités qui sont chez l'autre qui sont pas forcément chez nous, en fait. Oh, mais tu sais, on dit qu'on choisit quelqu'un aussi parce On que dit vous par avez les exemple, mêmes défauts. oh, souvent, c'est les contraires même qui s'attirent Ouais, la c'est vrai. plupart du temps. C'est vrai. D'autres ont cherché des gens qui leur ressemblaient et puis en cheminant, ils se sont rendus compte que ils sont différents et puis ils ont Totalement. abandonné. Oh, souvent, très souvent même, c'est les contraires même qui s'attirent parce que l'autre vient combler tes insuffisances. Tout à fait. Cette complémentarité naturelle-là, c'est l'autre qui vient combler toi tes insuffisances. Mais si tu dis que ça, c'est naturel, c'est que tu dis alors que comme Dieu a fait pour Ève pour Adam, donc Dieu a forcément fait une personne pour une autre. C'est-à-dire, si le jour où tu rencontres la Oui, bonne ta personne et cote. que tu dis c'est ma femme, c'est ma cote, etc., Ta cote. c'est que c'est vraiment la personne qui te complète. Oui. Mais C'est pas calculé. Mais dans ton cas, par exemple, tu as été marié avant moi. Oui. Donc, tu savais pas que c'était pas ta cote. Oui, mais je veux dire, sur le coup, c'est comme si tu avais un tableau, une grille de lecture. Ouais. Et la personne remplit un certain niveau. Ah, ok. Mais tu sais pas que tu es à 50%, mais à 60%, tu sais pas. Ok. Puisque c'est pas un truc déjà prédéfini. Ok. Toi, arriver peut-être à 30-40, tu es satisfait, alors que tu es à 30-40, mais tu sais même pas que tu es à 30-40. Ouais. Donc, quand devant, tu vois que c'est insuffisant, c'est là que ça se gâte. Ouais. Demain, tu rencontres quelqu'un qui est à 90, tu savais même pas que 90, ça existait. Ça, c'est vrai. Et tu penses que c'est 100 même. Et Ouais. puis demain, après 10 Quand ans, tu 20 ans de découvres- mariage, tu te rends compte qu'il y a 150%. Et que c'est cette fameuse cote Voilà. qui t'amène jusqu'à les 150%, Voilà. ces fameux 150. Voilà. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai été marié 2 fois même. Et je n'ai jamais trouvé cette complémentarité avant de te rencontrer. Ça veut dire que notre complémentarité était tellement naturelle que dès le premier jour, on n'a pas réussi à se séparer réellement. Si. Dès le premier jour où j'ai donné la chance, parce que c'est là encore, c'est l'homme qui épouse, mais c'est la femme, c'est ce qu'on dit, non, c'est l'homme qui épouse, mais c'est la femme qui dit oui. Oui. Parce que tant que je n'avais pas dit oui, je ne pouvais pas voir tout ce que tu avais à proposer.
en termes de qualité, de vie commune, etc. Je ne pouvais pas savoir à quel point tu étais agréable. Et des fois, je me dis même que les gens comme toi, qui sont tout le temps en train de faire des actes bénévoles et tout machin, pendant des mois, j'étais là en train de chercher, c'est une des formations professionnelles chez moi, un papatoya professionnel a.k.a. Accompagnante en relation d'aide empathique. Je cherchais c'était quoi ton problème. Je te le dis. Aujourd'hui, j'étais là en train de me dire, mais pourquoi ce gars est si gentil? Ça cache quelque chose. J'ai commencé à chercher, à fouiller, à lire. Je dis, bon, ok, je vais aller voir dans sa famille là-bas. Ils sont comment? J'arrive là-bas où tout le monde est gentil. J'ai dit, mais attends, c'est quelle famille ça? Non, il cache quelque chose. Et puis voilà que tout le monde m'adore. Donc je suis en mode, aïe, c'est un peu bizarre. D'habitude, j'ai toujours des oppositions, surtout quand ça vient des femmes et tout ça. Et puis bon, la maman, je me dis, c'est son seul fils. Elle va forcément être ci ou ça. Rien du tout. Je dis, cette affaire est bizarre. J'ai fini par m'en remettre à Dieu. Et puis, je pense que j'ai eu la réponse parce que quand je demandais à Dieu à l'époque que je voulais une personne pour moi, que je n'allais pas partager avec quelqu'un qui allait être dévoué, qui allait m'aimer, etc. Le Seigneur m'a littéralement mis ton nom à l'oreille. Littéralement. Donc, j'ai compris que le Seigneur m'a dit, mais tu m'as demandé, non? Je t'ai donné. Donc, en vrai, ne cherche pas la petite bête parce qu'en fait, tu veux juste fuir. Je me rappelle que j'ai même essayé de fuir la relation. Parce que quand tu tombes sur une relation qui est bien, c'est différent. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que notre complémentarité a toujours été naturelle. On s'est jamais disputé pour savoir qui allait laver les habits. On s'est jamais disputé pour savoir qui allait ranger les habits. On s'est jamais disputé pour savoir qui allait balayer la maison. Et moi, pour moi, justement, ici, là, la complémentarité naturelle, c'est ce qui a fait grandir l'amour que j'avais pour toi. Parce que j'ai pu dormir plus longtemps. Je sais pas si tu sais, je pense que tu sais ce que ça représente pour moi, le sommeil. Oui, tu me l'as dit une fois. Et puis, petite anecdote, tu as dit quelque chose une fois. Ça m'est resté en mémoire. Je t'ai dit que j'avais jamais utilisé de machine à laver. Oui. Et au début, tu m'apprenais à classer les couleurs. Tu sais, les vêtements, c'est pas facile, hein, parce que noir, c'est facile, blanc, c'est facile. Mais les robes de femmes, il y a rouge, il y a jaune dedans, après tu vois violet ici. Tu sais pas ce qui déteint, ce qui déteint pas. Bon, si tu mets dans la machine, tu vois une robe qui coûte 200 000, tu l'as gâtée. Donc, tu t'approches de la machine et puis la pression monte, tu es stressé. Et puis un jour, tu as dit, tu fais ça mieux que moi. Je suis sûr que tu t'en rappelles même pas. Je me rappelle vraiment pas. Et tu m'as appris à classer, mais une seule fois. Ouais. Une seule fois, c'était au salon. Ouais. Blanc ici. Mais souvent, il regardait, puis il me regardait, mais ça, tu vois pas que c'est la même couleur que ça. Là. À la limite, même moi, ça a commencé à m'énerver. Et puis, on a fini. Et puis, j'ai lavé. J'ai commencé à prendre goût. J'ai même fait des photos, j'ai mis en statut, hein, en mode Fanico. Toi, mes amis, je disais à mes amis, ah, si tu habilles ça là, viens, on boit du vin, et puis on met dans la machine, on lave nos habits, tu vois, et puis on faisait rire. Donc, tu faisais les plans derrière moi. Oui, mais bon, ça s'est jamais fait. Eux-mêmes, ils ont mouillé, comme on dit. Parce que peut-être qu'ils prenaient pas ça au sérieux. Non, et puis peut-être je pense aussi qu'ils prenaient pas au sérieux, que genre, ils se disaient, Voilà. Le gars fanfaronne pendant que la go lave les habits. Si. Tu vois. Et c'est vrai que cette complémentarité-là. Ça rejoint force et faiblesse. Oui, parce que j'étais extrêmement fatigué, que j'avais de gros challenges au bureau. C'est toujours le cas. Mais tu m'as apporté beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité. Et comme je disais quand on préparait l'émission, je me suis sentie en fait complète avec toi. Au début de notre relation, anecdote pour anecdote, je sais pas vraiment, c'est resté flou pendant un moment. Je savais pas si j'étais amoureuse ou pas. Mais c'était incroyable que même en me disant que je n'étais pas amoureuse, je me dis, mais je suis pas amoureuse. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Mais bon, si on enlève l'amour, le gars me convient. Et si on remet l'amour dedans, c'est de la dope, tu vois. Et c'est de la dopamine à 100%. Parce que ce matin, je regardais un extrait de Legend, l'émission, le podcast. Et le gars disait, comment on fait pour reconnaître qu'on est amoureux? Et le monsieur disait, écoutez, heureusement qu'on n'est pas amoureux toute notre vie, quand même. Parce que
Au début de la relation, on arrive à peine à dormir. Tellement on est excité et nos pupilles sont dilatées, on n'arrive pas à se retenir de regarder la personne, de graviter autour d'elle et tout ça. Et puis, quand j'ai regardé ça ce matin, j'ai dit, mais en fait, j'étais amoureuse du gars. Depuis le premier jour, je sais qu'on n'a pas réussi à se séparer. Pourtant, Oui. t'as pas dit grand-chose. Et puis, toi comme moi, on a accepté de dormir au salon plus d'1 mois, Ouais, à même le sol. Je ne ouais. pense pas que seul tu l'aurais fait. Non, je l'aurais jamais fait. Moi aussi seul, non pas. Jamais fait. Mais comme on était deux, complémentarité. Ouais. On a dormi, on a traversé des galères ensemble très tôt, très vite dans notre relation. Et des galères, en fait, qui nous ont soudés. Et je me disais, mais incroyable quoi. Un autre gars aurait détalé. Ça m'est arrivé plus d'une fois qu'un homme me dise tu es trop lourde à porter, tu es trop généreuse, tu es toujours en train de donner de toi aux autres, moi ça me convient pas, tu t'occupes trop des autres et pas assez de moi, etc. Mais cette fois-ci, oui. Et du coup, je n'ai jamais eu de mal à me soumettre parce que si on donne la définition de la soumission telle que toi et moi nous la voyons, en fait, je suis soumise. Les gens en rient parce que justement, on n'a pas la même définition de la soumission. Mais je me soumets aux engagements que je prends. Et moi aussi, c'est ce que je voulais dire. À travers l'engagement, je suis soumis. Je suis allé plus de fois à l'hôpital général que dans toute ma vie. Ouais. C'est-à-dire, en 6 mois, je suis allé plus de fois à l'hôpital. C'est-à-dire, conduire des enfants, les 7, c'est-à-dire les 3 plus les 4, plus l'autre 8. Les 3 enfants que nous, on a dans la maison, plus les 4 enfants d'une de mes amies qui sont restés pendant 9 mois à la maison. Il a été formidable parce que à chaque fois, moi, je devais pointer au travail le matin et quand les enfants étaient malades, parfois les uns après les autres, palu, anémie, les infections, mais à répétition parce que les enfants se passent la maladie. En fait, ça tourne, la grippe. Il allait à l'hôpital tous les matins, mais mieux, il m'accompagne depuis 9 mois. Il y a un seul jour en 9 mois ou 10 mois où il n'a pas pu m'accompagner au car. C'était un jour où il avait le palu et c'était le premier jour du palu. Je suis sûr qu'il s'est inquiété comme si on allait me braquer. Le lendemain, il s'est levé et puis il est venu quand même au car alors qu'il était malade. Et moi, par exemple, le côté complémentarité, c'est vraiment de m'assurer qu'il ne manque de rien, qu'il mange si je suis pas là, parce qu'il peut ne pas manger si je suis pas là. Il a d'ailleurs recommencé ça récemment. Comme il sait que les enfants sont pas là et tout, il se lève, il sort, il s'en va se promener, il s'assoit au maquis, il me dit rien, quoi. Et puis après, il me dit à 18h, ah, c'est maintenant que je viens de déjeuner. Bon. Sinon, je m'assure qu'il mange matin, midi, le soir, qu'il prend ses vitamines. S'il n'y en a plus, je vais ramener. S'il manque de la nourriture ou un truc qu'il préfère, je vais ramener. S'il a besoin de quelque chose pour booster son business, je vais le faire naturellement. Donc, en fait, c'est lui qui m'a impulsé. Cette attitude-là, je l'avais avec tout le monde, hein. Avec toutes les personnes que j'ai fréquentées en relation sérieuse. Moi, j'ai toujours été très engagé. Comme on dit, les gens qui se tatouent sont des gens qui ont le sens de l'engagement. Faut retenir ça. Et en vrai, je n'ai jamais reçu forcément le retour, même si je ne l'attendais pas, que c'est impossible de ne pas attendre des choses. Mais même le minimum, je ne le recevais pas, ou je le recevais trop tard, au moment où j'étais déconnecté, où je voulais plus de la relation. Et ici, dans la complémentarité, il n'y a pas un truc qui m'a manqué. C'est-à-dire que j'ai trouvé une personne qui me masse, qui s'occupe de moi, qui s'occupe des enfants, qui les accompagne au car, qui va aux compétitions, qui en fait, quand je suis pas là, je sais qu'il est là. Et ça m'a apporté une paix incroyable. Comment ne pas se soumettre en fait à quelqu'un comme ça, quelqu'un qui nous donne ça. Et c'est pas, du coup, vous voyez que on cherche l'argent chez les gens quand ils n'ont rien d'autre à nous proposer. Quand quelqu'un vend quelque chose, c'est là qu'on achète. Tu peux pas aller acheter mèche où on va manger. C'est ce qu'on va te proposer là-bas et tu vas prendre l'habitude d'acheter la même chose au même endroit. Donc, si vous avez l'habitude de demander de l'argent aux hommes, c'est parce que c'est tout ce qu'ils ont à vous proposer, en fait. Il n'y a rien d'autre. Je n'ai jamais été avec un homme qui n'avait pas de moyens. C'est dit, genre, même si on dit il travaille pas, ça m'est arrivé quelquefois, mais je ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne travaille pas avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. Parce que quelqu'un qui travaille a une indépendance. Il y a un certain niveau de choses qu'il fait que, enfin, sans que tu aies besoin d'intervenir toi.
Mais en vrai, il y a la deuxième chose qui a fait que je me suis soumise de façon très naturelle à ma dopamine, c'est que il a été, mais vraiment, et il est resté, et il est toujours, mon premier supporter. Dans le sens où il ne fait pas semblant. Et il a été quelqu'un qui a compris que j'avais besoin de mon indépendance et de mon autonomie. Il est devenu mon arbre. Il a accepté le fait que j'étais un oiseau. Et ainsi, on n'a jamais eu de problème. Il n'a pas essayé de se transformer en cage. Le simple fait de me laisser partir me permet de rentrer plus vite. Et aujourd'hui, tout le monde rigole, même au bureau. À 17h, moi, et puis bagagé. Faut que je rentre chez moi. Et je le dis, il faut que je rentre chez moi. Même quand j'ai une réunion avec quelqu'un avec qui je travaillais tard avant, que je dis à la personne, moi, il faut que je rentre chez moi, le monsieur me regarde étonné parce que avant je pouvais rester jusqu'à minuit au bureau. Mais parce que personne ne m'attendait. Aujourd'hui, quelqu'un m'attend. Quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui va laisser son travail à lui pour rentrer à la maison aussi pour venir me trouver, venir me faire des câlins, s'occuper de moi. Et j'estime que c'est ça l'amour. Et que pour rien au monde je pourrais ne pas me soumettre. C'est tellement facile de se soumettre quand on nous aime. Et c'est là que justement le deuxième chapitre qu'on va lire, ce ne sera pas le chapitre du même livre, mais le chapitre du livre suivant. Pour continuer sur notre lancée, après la définition de la soumission que toi et moi nous partageons, qui n'est pas tout à fait celle de l'auteur, mais qui se rejoint quand même sur les principes et les valeurs du rôle, d'accord, de la femme, du rôle et de la place, je te demanderai dans quelle mesure tu estimes que la femme devrait se soumettre tout en restant autonome et en affirmant sa personnalité dans le couple. Bon, parmi les premiers points que je vois, c'est à travers déjà l'humilité. L'humilité, l'engagement. Comme il dit, l'engagement volontaire et pas forcé. C'est vrai. Aucun moyen de pression, en fait. Aucun moyen de pression. Et la personne a décidé de le faire. Voilà, a décidé de le faire. Malgré ses activités professionnelles, elle a en tête qu'elle n'est pas seule. Qu'elle a une moitié qui dépend aussi d'elle. Donc, c'est une sorte de complémentarité aussi. Parce que lui, de l'autre côté aussi, c'est pareil. C'est pour ça qu'on parle de couple. Donc, c'est un engagement, on va dire, mutuel et individuel à la fois. Il y a le respect, parce qu'il faut respecter sa relation. Et puis l'autre, tu as parlé de foi. C'est ne rien attendre en retour quand on parle de foi. Voilà. Bah, en fait, tu calcules. La foi, c'est vraiment basé sur rien. Voilà, il n'y a pas de calcul. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est une alliance. Récompense en tant que telle. Oui. Tu fais parce que tu aimes l'autre. Tout à fait. Et que tu veux voir l'autre évoluer. Je pense que c'est ça la vraie définition de l'amour. Mais tout à l'heure, tu parlais de quand tu as rencontré, par exemple, la personne que tu as épousée en premier. Tu te disais, bon, elle check. Mais je me suis rendu compte en avançant, en fait, que finalement, ça ne me convenait pas tant que ça. Peut-être que je me suis fait à ces 40%-là en oubliant qu'il y avait 60 qui n'étaient pas remplis, mais qui étaient vraiment ce qui était important. Parce qu'effectivement, dans nos critères, il y a les critères principaux et puis il y a les critères secondaires. Et puis il y a le fait que souvent, on ne se connaît pas soi-même. C'est vrai. Parfaitement. C'est vrai. Donc, on pense qu'on est à 100%, mais on découvre quelqu'un qui te montre ce tout aspect de ta vie. Ah, j'aime ça, je ne savais pas. Ouais, j'aime ça. Ou bien je suis capable de faire ça. Voilà. Mais je ne savais pas que j'étais capable de le faire. Et c'est vrai que quand on se connaît, c'est beaucoup plus facile de le faire. J'avoue. Il y a la confiance, il y a l'égalité. Oui. Parce que tu grandis dans une société où on te dit que l'homme est supérieur à la femme. Oui. Et toi, tu ramènes la barrière au même niveau que la femme. C'est une sorte de soumission aussi. Ça l'est. En fait, le fait de ramener au niveau de la femme, c'est-à-dire en termes de domination que tu as acquis, c'est-à-dire tu prends ce qu'on t'a donné et puis tu dis, bah non, moi chez moi, en fait, c'est nous deux qui prenons les décisions, c'est nous deux qui discutons, c'est nous deux qui ceci ou cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frustration, qu'il n'y a pas de... Voilà, il y a toujours des manquements. Mais on travaille dessus. Et à ce niveau-là, quand on te demande par exemple à quel moment à quel niveau la femme doit se soumettre ou peut
se soumettre tout en restant autonome, je dis que mais c'est tout à fait possible. Tu prends cette question, tu la transformes en affirmation, tu mets ma photo à côté. Dans le dictionnaire. Parce que je gère la maison tout en étant autonome, mais en même temps, c'est une équipe. Donc, on ne travaille pas séparément. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui ne comprennent pas qu'elles ont mal éduqué leur conjoint. Parce que à la base, j'ai eu une chance. C'est que toi, tu es très bien éduqué. Et ça, franchement, je remercie tes parents pour ça. Ton papa, mais il a commis l'erreur de mourir. Sinon, il allait être le waouh de tous les beaux pères. C'est lui-même, il allait faire tous les selfies, embrasser sa tête chauve là tous les jours. Parce que pour moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me respecte entièrement, qui m'accepte entièrement, qui n'enlève pas en moi ce qui lui plaît pour laisser ce qui ne lui plaît pas. Et puis, qui me dit de laisser ce que lui, il n'aime pas chez moi, mais qui m'aime de façon inconditionnelle. J'ai rencontré une personne qui me permet de m'épanouir professionnellement, qui ne me limite pas, qui ne va même jamais me demander d'explications, à qui je peux dire, je m'en vais pendant qu'on est en train de faire le podcast là. Il y a un chat ici là. Lui pense que le lit de ses parents là, c'est son lit aussi. Il est en train de s'étirer, de faire tous les modèles possibles. Donc, qui ne va pas me soupçonner de quoi que ce soit, qui ne va pas venir me dire pourquoi est-ce que tu restes au travail aussi tard. En fait, quelqu'un qui n'a tout simplement jamais douté de moi. Pour revenir à l'autonomie de la femme dans sa soumission, il y a l'égalité, qui est le partage des pouvoirs. Les pouvoirs sont partagés. Pas forcément avoir les mêmes pouvoirs, non, mais les pouvoirs sont distribués. C'est ça. Et c'est au fur et à mesure de votre relation que vous donnez les tâches de chacun. Mais très les pouvoirs de chacun. Ça, faut le faire vite parce que si c'est pas avant de se marier. Parce que les gens, généralement, quand ils sont en couple, ou bien comme on dit, au moment du flirt, de la drague, ils se connaissent pas, ou bien ils définissent des règles, ou bien un certain nombre de partages de pouvoir, et dans le mariage, ils veulent changer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire parce que les femmes se marient elles rusent pour se marier, et les hommes se marient pour ruser. Donc, en fait, quand les deux arrivent là-bas, c'est tu ne m'avais pas dit ça, j'étais pas au courant de ça, etc. Maintenant, donc, pour partager les pouvoirs, ça devient problématique. Exact. Partager pouvoir et responsabilité. Parce que finalement, les femmes se retrouvent dans la plupart des mariages ici à assumer toutes les responsabilités, les devoirs, les charges même souvent, surtout financières, émotionnelles, spirituelles. Elles chargent tout, en fait. On leur demande de se taire en plus. Voilà. Donc, finalement, elles deviennent les hommes de leur foyer et on leur demande de rester tout aussi douces que des femmes. Donc, quand une femme est désagréable, on ne cherche pas pourquoi. On ne cherche pas ce qui s'est passé. On ne cherche pas ce qu'elle subit. Non, on se dit que c'est parce qu'elle n'est pas douce qu'elle a ce qu'elle mérite, alors que c'est l'inverse. Mais comme elle ne se connaissait pas, elle a en fait acheté le mauvais, elle a mal monnayé en fait. Elle a pas bien négocié le contrat. Et quand elle est arrivée maintenant, sur le fait accompli, elle se rend compte que en fait, elle n'a pas acheté iPhone, c'est Besca de Waouh. Et le truc c'est que elle a voulu se marier, c'était sa priorité. Elle n'a pas voulu chercher quelqu'un avec qui partager des responsabilités. Elle a même déchargé progressivement le gars des responsabilités. Laisse, je vais faire. Parce qu'elle veut prouver qu'elle est trop une superwoman. Toi, quand tu m'as rencontré, j'étais pas une superwoman. Je gérais avec ce que j'avais. Et des fois, l'adaptation a été pas facile. Surtout avec les personnes que tu as trouvées à la maison. D'accord? Marcel et moi, on était toutes seules. Donc, on gérait. Moi, comme si j'étais l'homme. Et puis elle comme si elle était la femme de la maison. Et après, lorsque toi et moi on s'est mis ensemble, c'est ton calme olympien qui a réglé le problème. Ça aurait été mon ex, je t'assure que Marcel s'est barré, j'étais dehors de la maison. Et puis je n'allais rien faire. Alors qu'en fait, c'est moi qui n'ai pas équilibré correctement au début. C'était la façon de fonctionner pour survivre. Mais quand tu reçois la bonne personne et que tu as la bonne personne, il y a des ajustements qui doivent se faire. Et toi, tu m'as beaucoup aidé parce que tu as été et tu es resté calme. C'est parfois toi-même qui trouvais les explications, etc. Et c'était vraiment gratifiant de ne pas me sentir toute seule à gérer. Et là,
à 100%, je me soumets. C'est-à-dire que s'il y a monnaie même, je prends puis je te donne. Et les gens rigolent en disant, ah, vraiment, quand tu dis ça, la soumission est étonnée. Mais en fait, peut-être même qu'elles ne rencontreront jamais de femmes, elles-mêmes ne sont pas aussi soumises que moi je le suis. Elle dit que je ne te cache pas mes revenus. Je ne te cache pas ce que je fais. Je ne te cache même pas où je vais. En fait, je n'ai ton téléphone, ta tête, ton visage déverrouille mon téléphone. Mon visage déverrouille ton téléphone. Les gens rigolent toujours. Mais en fait, c'est de la soumission. Merci. Pour une personne comme moi, qui est aussi justement indépendante et qui n'a jamais eu besoin de le faire avec qui que ce soit, toi, ça a été naturel. Ouais. Ça s'est fait tout de suite. Tu as accès à tous mes appareils. Il y a du bonheur, de la joie dans la soumission. Il suffit de trouver sa place. C'est comme quand j'allais au marché avec Mélène. Tu as scandalisé les gens. Hein? Moi, à l'université, mon professeur de droit civil, il disait qu'après les cours, son panier était dans son coffre. Il gars au marché, il fait le marché. Bon, si ton professeur agrégé de droit civil va au marché, c'est toi le petit là, tu trouves que c'est trop féminin ou bien... Ça diminue trop ta valeur. Toi, tu es qui? Comme si tu n'as pas fait aussi. Et puis un monsieur qui a quoi, 60, qui va dans 70 ans. Donc moi, ça m'étonne quand les gens disent que non, avant, et non, vous n'avez pas les bons exemples, c'est tout. Mais justement, en parlant d'exemples, je vais rebondir dessus. Les exemples qui t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui, si tu pouvais m'en citer, allez, un ou deux, tu citerais qui comme exemple? Deux, d'abord mes parents, et puis mes tuteurs. Mes parents, ils ont été enseignants. Bon, le vieux est décédé, il avait à la retraite. Ils ont commencé jeunes, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple. À l'époque d'ouvrir, c'était beaucoup plus simple. Ils m'ont eu pratiquement à 24, 26 ans. Ils ont fait le CAFOP. Déjà, ils étaient en classe de 4e. Ils étaient déjà en couple. Connus, voilà, ils étaient déjà en couple. Depuis la classe de 4e, ils ont cheminé ensemble, comme on dit. Toujours tout fait, quoi. Ouais, toujours tout fait, jusqu'à choisir les mêmes choses. Et maman était tombée enceinte quand papa faisait ses études de droit en France. Et on lui a dit, ah, ta chérie que tu as laissée au pays là, faut aller t'en occuper de mon ami. Donc, il a laissé ses études. À l'époque, c'était le CAPA. Il a laissé pour venir être instituteur. Parce qu'à l'époque, déjà, instituteur, c'est bien payé. Mais il a laissé des études de droit de France. Parce que ta copine atteint un enfant. C'est pas évident. C'est un degré de responsabilité d'engagement, et de sacrifice. Voilà. Donc, il est revenu s'occuper de sa famille, de ses frères. L'enfant, c'était toi? C'était moi, le premier et l'unique. Et il s'est occupé de ses frères, puisque le grand-père est décédé à 58 ou 59 ans. Il n'était pas vieux. Voilà, donc il avait des frères qui étaient encore petits. Je me rappelle quand moi j'étais au CP1, il avait des frères qui étaient en première, en seconde, en terminale. Et j'étais enfant unique, mais on ne dirait pas parce que... Tu n'avais que des grands frères. Voilà, j'avais que des grands frères qui étaient mes oncles. Et puis, pour venir au sujet de la soumission, du couple, de la complémentarité, mes deux parents étaient enseignants. Les deux parents gagnaient pratiquement la même chose. Les deux parents avaient le même emploi du temps. C'est-à-dire, si à l'époque, il n'y avait pas cours jeudi, les deux n'avaient pas cours jeudi. Si après ça changeait, il n'y avait pas cours mercredi, les deux n'avaient pas cours mercredi. S'il y avait grève, les deux étaient à la maison. Les deux bougeaient ensemble. Voilà, et les deux m'ont enseigné. C'est-à-dire, la classe de CP1, la classe de CP2, c'était ma vieille. Bon, CP1, quand il se passait au CP2, elle a demandé à aller enseigner la classe de CP2. Quand il se passait au CE1, on m'a envoyé dans l'école de mon père. Il était maître de CE1. Après, il est devenu directeur, conseiller, ainsi de suite. Après, on m'a envoyé en école confessionnelle, c'est-à-dire le CSP. Après, l'université catholique et autres. Donc, côté scolaire, vie scolaire, c'était le top. Tes enseignants étaient tes parents. Donc, à la maison, comme c'était la rigueur, l'essai c'était obligatoire, même pour faire le signe égal, je le faisais avec la règle. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit penché. Voilà. Il fallait respecter les gens, il fallait saluer tout le monde. Tu étais fils unique, mais tu te réveillais à 6 heures pour balayer toute la devanture de la maison et ta cousine. Avant d'aller à l'école, au retour, vous lavez les assiettes. Ça, tu n'as pas lu le syndrome du petit prince. Voilà. Pas du tout. Ta maman, franchement, je la salue. Et leur vie était organisée de telle sorte que les deux s'occupaient d'une vingtaine de personnes à la maison. Seigneur. Deux instituteurs qui s'occupaient d'une vingtaine de personnes à la maison. Beaucoup plus d'hommes que de femmes.
Et pendant les vacances, c'était pas des gars où, pendant les vacances, ils vont aller faire des petits boulots. Hein. Pendant les vacances, soit peut-être d'autres vont chez leurs parents, mais d'autres sont là. Donc, tu les nourris midi, soir, souvent matin, midi, soir. Ils aident juste aux tâches à la maison. Et puis, pour les dépenses... Vu le nom, il n'y avait pas beaucoup de tâches. Hein. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de tâches. Et puis, pour les dépenses, les deux faisaient 50-50. Moi, c'est des années 80. Donc, dans les années 80, dans les années 90, moi, je voyais déjà un couple qui faisait 50-50. Ouais. Le vieux s'occupait de la maison, de la nourriture, de l'entretien, on va dire, de la cour en général. La vieille, comme on dit, s'occupait de la facture du courant, de la facture d'eau. Et pour les scolarités, les deux faisaient 50-50. C'est-à-dire, si ma scolarité faisait 1 million à l'université catholique, chacun elle payait 500. Et la vieille exigeait, le vieux, il se couchait. Maintenant, quand le vieux avait un investissement à faire quelque part, il lui expliquait et elle lui donnait une partie, ou bien il donnait souvent la totalité. À tel point que les gens ont pensé que souvent, hein, le vieux, c'est un dur. Voici ce qu'il fait. Alors que souvent, c'était la femme. En fait, je crois que dans la plupart des mariages, c'est la femme. Et puis, il ne cachait pas pour dire non, dehors, si je dis, comme si c'était je vais avoir honte. Voilà. Je me rappelle, il y avait des municipales où ils étaient à coup d'affiches, lui et puis ses amis candidats. Et ils étaient en train de faire une réunion, ils n'avaient plus rien pour compléter les affiches. Il avait rentré dans la chambre, elle est sortie à 500 000 francs. C'est-à-dire, elle a fait le tour de la maison, elle est sortie par derrière, elle est partie à la banque. Sans leur dire un mot, elle fait le retrait, elle est rentrée, elle a attendu l'enveloppe. Tous les hommes se sont levés, ils ont commencé à applaudir. Et puis elle est rentrée dans sa chambre. Parce que à chaque fois femme, hein? Voilà. Ta maman, c'est femme même. Quand ils ont des réceptions, elle n'aime pas être assise avec eux. Genre, c'est moi la femme. Non, elle rentre à la cuisine directement. Elle fait sortir, elle fait sortir tout ce qui est ustensile qu'on n'a jamais utilisé même. Ils vont être à l'aise, mais elle ne s'asseyait jamais avec eux pour manger. Le vieux s'en plaignait à chaque fois. Mais toi, viens. Elle ne voulait pas. En fait, elle se gênait. Après, voilà. La maman aussi, elle est introvertie. Elle n'a pas trop dérangé. Moi, j'ai pris un peu des deux, donc ça me fatigue souvent. En tout cas, souvent, je parle beaucoup. Souvent, on me dit, il ne parle pas. Et puis, c'est Gémeaux. Donc, les Gémeaux derrière même sont déjà mélangés. Encore 2 parents mélangés. Bon. Je vous assure que souvent, c'est pas facile. Donc, le deuxième exemple, ça a été mes tuteurs. Je ne sais pas si je peux dire le nom. Bon, déjà, il a fait de bonnes choses, donc il peut dire le nom. On aimait l'appeler Papa Bonnie, avec la grande sœur de maman. Il est toujours vieux? Oui. Tante Élise. C'était mes deuxièmes parents. C'était les photocopies des premiers. Différents, mais pour pas faire l'éducation, en fait. Parce que là, ils ont mis le niveau côté religieux plus haut. Parce que papa était catholique, maman était méthodiste. J'allais aux protestants méthodistes parce que c'est les mamans qui accompagnent souvent les enfants. Mais le vieux, sa religion catholique, il ne jouait pas avec. Parce qu'il a été enfant de cœur. Il était conseiller de l'église. Il mettait son argent au service de l'église. J'ai quelqu'un qui est enseignant, mais qui met son petit salaire là, au service du quartier déjà, de l'église. Communauté. Voilà, il rentrait dans l'association des Abourés, des Baoulés, des Apollos, des Sénégalais, des Atiers. Tout ce qui était associatif, il rentrait. Ça déteint aussi sur moi. Là, il est décédé, maman continue à cotiser, par exemple. Et puis, j'arrive dans une famille où mon tuteur est pasteur. Pasteur Céleste. Pasteur Céleste, Christiane Céleste, sa femme le suit dans sa religion parce qu'elle, à l'origine, elle est méthodiste aussi. Lui, à l'origine, il était catholique avant de... Voilà, la sœur de maman. Elle était méthodiste, elle devient Céleste. Et c'est un monsieur qui est très ouvert comme papa. Parce que papa était catholique, il pouvait dire à ses enfants, il ne veut pas qu'ils soient méthodistes. Il était très ouvert. Lui, par exemple, souvent les dimanches, je priais avec eux. Parce qu'il était élevé aussi par quelqu'un d'ouvert, donc je ne refusais pas automatiquement, malgré ce que les gens disaient sur les célestes. Sa femme, souvent les dimanches, m'accompagnait au jubilé de Cocody. Ah, Pierrot, j'ai envie d'écouter de la bonne musique. Allons au jubilé, on va danser un peu. Vrai. Tu vois, donc, les méthodistes sont forts voilà. Donc, tes cousins là, quand les je partais. Ils dansent et puis ils chantent tout le temps. Voilà, je partais avec mes cousines, souvent mes cousins. Et les 5 enfants qu'ils ont eu ensemble, issus de leur mariage légal, aucun n'a épousé un Céleste. Aucun n'a épousé un Aladjan. Parce que ma tante est Aladjan à 100%, mon oncle est Aladjan à 100%, mais aucun n'a épousé un Aladjan, aucun n'a épousé un Céleste. Ils étaient très ouverts. Il y a eu catholique, il y a eu un Djoula même au début, après un français,
un méthodiste et briller à Djoukro. Tu vois, donc ils sont tellement ouverts que c'était facile d'être Pour autant que chez ça eux. marche. Voilà. Et côté soumission, ma tante travaillait dans la conception moderne, dans le bureau, comme on dit. Et mon tuteur, mon oncle, l'a aidé à faire ce qui lui plaisait. Ouais. C'est-à-dire Le commerce. être autonome, faire du commerce. Et donc, elle était à la rue du commerce, elle faisait son commerce tranquille. Ça marchait bien. Jusqu'à ce qu'il y ait les crises de 2002, en 2002, 2004 avec les textiles chinois qui ont commencé à envahir, les textiles ghanéens, le machin a commencé à devenir bizarre. Et c'était plus aussi rentable. C'était bon, mais c'était plus aussi rentable qu'au début. Et dans le même moment, mes cousines, mes cousins ont eu des enfants, donc ils sont devenus grands-parents, donc il fallait s'en occuper. Donc elle a sacrifié, on va dire, ce qu'elle aimait pour venir s'occuper de sa deuxième grande famille, de ses petits-enfants. Et tout ça dans la joie, dans la complémentarité. Tu n'as pas eu l'impression que c'était forcé, quoi. Parce qu'ils se parlaient tout le temps. Ces deux-là, ils étaient tout le temps ensemble. Ils décidaient tout ensemble. Je crois que c'est ce que tu es en train de reproduire. Voilà. Quand on voulait payer, par exemple, les factures d'électricité, je me disais, ah, papa Boni n'est pas là. Bah, là-bas, on disait papa Boni, on disait même pas tonton. Même ses enfants disaient papa Boni, maman Boni. Ah, maman Boni, dis à ton mari. Ou bien dis à papa Boni que tant. Donc, tu l'appelles pour dire, ah, tonton, il y a la facture de temps. Il voit maman Boni. Elle sort le chéquier. Elle signe. Les deux avaient signature. Elle paye. L'abonnement canal. Voilà, transparence. C'était transparent. Mais tout ça, c'est la soumission, finalement. C'était transparent. Mais est-ce que c'est pas parce que les gens ont épousé des gens qu'ils ne connaissent pas, finalement? Justement. Et puis des gens dont ils ont peur. Justement. Parce que moi, j'ai remarqué, j'ai pas eu la même chance que toi. Moi, par contre, j'ai été enfant dans beaucoup de relations dysfonctionnelles. Donc, la relation de mes parents qui s'est soldée par un divorce quand j'avais 2 ans. Et mon père a divorcé une fois encore. Donc, en fait, moi, j'ai connu 3 femmes. Ma mère, ma première belle-mère, et puis ma seconde belle-mère, qui m'a éduqué jusqu'à la fin. Donc, ma mère était là jusqu'à ce que j'ai 2 ans. De 2 ans à 6 ans, il n'y avait personne, je pense, un peu comme ça. En tout cas, 2 ans, 3 ans sont passés. Ensuite, ma maman, Anne, et puis après, ma maman, Touni. Donc, Anne est restée jusqu'à ce que j'ai peut-être 10 ans, 9, 10. Et Touni est arrivé, j'avais peut-être 12 ans, comme ça en pleine adolescence. Donc, ça a été très tumultueux. C'était une enfant très, très perturbée, rebelle. Rebelle, mais rebelle calme, quoi. Mais un peu, moi, toujours en train de me battre avec des garçons et tout. Donc, c'était ça. Et du coup, j'ai jamais eu le même exemple que toi. Donc, tu imagines qu'aujourd'hui, pour moi, ce que tu vois de moi, là, ce que les gens voient de moi aujourd'hui, s'ils me regardaient il y a même 20 ans. Il y a 20 ans, j'avais à peine 16 ans. Il y a 20 ans, j'avais 16 ans. Et s'ils me voyaient là-bas, et puis aujourd'hui, ils comprendraient ce que c'est que la soumission, en fait. Parce que se soumettre en plus, quand je dis c'est un acte de foi incroyable, c'est que tu crois en quelque chose que tu ne vois pas. Donc rien que croire en Dieu, c'est de la soumission. Ensuite, se soumettre à sa parole, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, c'est de la soumission. Et enfin, quand on te donne le bon conjoint, parce que c'est nous, on va chercher les gens souvent, et puis on vient les imposer à Dieu. Les gens vont nous excuser. Il y a ce mec qui rentre dedans. Donc, pour terminer, pour moi, c'était vraiment important de finir par avoir ce que mes parents n'avaient pas pu me donner. C'est pas leur faute. On n'est pas tenu ni obligé de rester avec quelqu'un quand on ne s'aime plus ou quand on ne sait plus gérer la relation. Mais nous, on en a payé le prix d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, je peux dire que ce que je vois avec toi, même avant, je ne le voyais pas. Pourquoi? Parce que je prenais des gens qui me ressemblaient et puis que ça me plaisait de jouer à la super-héroïne avec des gens qui avaient des problèmes, les mêmes problèmes que moi. Comme ça me soulageait. J'avais l'impression d'être quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, avec toi, il n'y a pas besoin de tricher. Ben non, même pas quelqu'un de normal, quelqu'un de supérieur. Parce que quand tu aides, c'est supérieur.
Et aujourd'hui, je n'ai ni le besoin, ni le besoin d'aider, ni le besoin d'être absolument aimé, que je n'avais pas avant, qui me faisait attirer les mauvaises personnes. Et les exemples que tu as cités, moi, je ne les ai pas vraiment connus. Et autour de moi, il y a beaucoup de relations dysfonctionnelles. Ça continue, même quand les gens sont mariés, ils ne sont pas heureux autour de moi, en fait. Et ça, pour moi, aujourd'hui, me soumettre à toi, me te faire entièrement confiance. Oui, je te fais entièrement confiance. Jusqu'à ce que tu me démontres le contraire, je te fais confiance et j'ai pas eu tort jusqu'à présent. Je regarde autour de toi, je vois les valeurs et les principes que tu traînes quasiment. Parce que des fois, tu dois prendre même des décisions et puis tu le fais pas, etc. Et parce que tu sais que c'est pas bon, en fait. Tu as de la morale, tu as des valeurs, tu as des principes. Et j'admire tout ça chez toi. Et c'est pour ça que les gens devraient savoir. Et souvent, c'est pas parce que c'est pas bon. Souvent, c'est parce que je suis lent. Souvent, j'aime traîner, faire des trucs simples. Ça, j'avoue Et il y a que le moi, c'est le côté, côté un peu chaud de notre relation. oui, c'est pour Moi, je revenir, suis très speed et toi, tu es très calme. voilà, c'est pour revenir un peu sur la partie force-faiblesse. C'est-à-dire, je vais lentement, toi, tu vas très vite. Donc, je t'oblige à ralentir, toi, tu m'obliges à faire plus vite. C'est ça. Donc, il y a le On juste se milieu retrouve là. au milieu. Voilà. Et Pas trop lent, pas toi, trop aujourd'hui, vite. du coup, cite-moi 5 piliers d'une Mhm. relation équilibrée. La relation que tu vis avec moi est-elle équilibrée? Oui, Comment tu le sais? il y a l'engagement déjà. Mais les gens tatoués sont ça, ils ont le sens de l'engagement. Parce que se réveiller à 5 heures. Et puis, je sais pas comment on le dit, mais du moment où je le fais aussi, c'est que c'est bon. Oui, c'est-à-dire que tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose que tu ne te donnes pas à toi-même. Donc les habitudes en fait que tu as avec moi sont des habitudes que tu as déjà. Et donc toi aussi, quand tu es venu dans la relation, tu as remarqué les habitudes que j'avais. Voilà. Enfin, tu étais peut-être séduit de loin par certaines choses que tu voyais en transparence ou en filigrane. Mais est-ce que tu as vérifié quand tu es venu te mettre avec moi, est-ce que ça s'est vérifié tout ce que tu pensais? Oui, et même au-delà. C'est vrai? Parce que chaque jour, tu découvres d'autres choses. C'est vrai qu'on parlait d'intelligence. Ah, je te trouve intelligente, mais ça, c'est sur les réseaux. Si tu es pas à la maison ici pour voir comment tu découpes le carton pour mettre l'ampoule, pour chauffer les poussins, ou bien pour superposer les cages, où tu travailles du lundi au vendredi et samedi, au lieu de te reposer, tu te retrouves à balayer la cour alors que j'étais là du lundi au vendredi. J'ai remis à demain, j'ai remis à demain, j'ai remis à demain. Je rentre, elle a fait 2-3 tas. Et oh, elle va me dire, tu as laissé les tas là jusqu'à que tu me remettes à demain, que tu es ici, que je n'avais pas appelé. Et puis je rentre et puis elle dit rien. Alors que peut-être 3-4 mois derrière, ça aurait chauffé. Mais là, elle dit rien. Donc, quelques jours après, je prends mon balai, je refais le tas, je diminue les trucs. Donc on s'améliore. Voilà, donc ça c'est pour l'engagement. Toi aussi tu t'améliores parce que tu fais les choses un peu plus. C'est vrai que des fois, alors le truc qui m'énerve le plus, c'est quand je te dis regarde quelque chose, c'est-à-dire c'est quelque chose d'évident, mais tu vas mettre au moins 15 secondes avant de te retourner pour un truc immédiat. Je suis là, mais attends. Je lui dis regarde le truc, c'est urgent. Ça peut être le feu, ça peut être n'importe quoi, mais le mec il vient en mode Miss Colonie quoi. Ça c'est ton côté. Slow motion. Ça c'est ton côté étoile filante. C'est 15 secondes, moi c'est 2 secondes chez moi. Ouais, Je mets tout dans 2 secondes. Elle dit, mais ça fait 1 minute, tu t'es dit. Comment ça fait 1 minute? Yeah. Bon, on va discuter. C'est vrai que ça, c'est le côté. Mais c'est tout ça charmant quand même. Il y a la foi. Ouais, tu as dit engagement, tu as dit foi. Don de soi, don de soi. Don de soi. Oui, respect, communication. Communication. Parce qu'on est toute la journée sur nos téléphones. Et puis voilà, entraide. Oui. Entraide. Solidarité. C'est vraiment la famille qui gagne. Complémentarité. C'est vraiment la complémentarité. On ne vit pas ce top 5. Et en fait, on se ressemble à un même. Et aujourd'hui,
Moi, je dirais que dans le livre, hein, Constance a dit la même chose que nous, mais de façon traditionnaliste. Si. Et donc, ce sera forcément mal vu par des personnes qui ont eu de lourdes blessures ou qui ont vu des parents qui ont essayé ça, mais qui ça n'a pas fonctionné. Et puis, forcément, on va pas bien lire parce que elle a un peu comme les jésuites, qui ce qui est, que ça te plaise ou pas. C'est ainsi que la religion que tu as choisie dicte les règles concernant la vie de couple vers le mariage. Et elle dit même les femmes ont des prédispositions pour être plus gentilles, plus enclines à la discussion, plus ouvertes. Elles peuvent parler à des gens qu'elles ne connaissent pas. Pour atteindre un objectif, elles sont prêtes à tout. Quand elles ont des enfants, tu les vois se dépasser, se surpasser. Donc elle cite toutes ces qualités-là. C'est ça que je dis que c'est bien d'avoir la sagesse et l'expérience d'avoir plusieurs livres. Parce que tu prends du recul en fait. C'est pas une attaque personnelle. Tu comprends que elle, c'est l'idéal pour elle en tant que couple. On va dire ça comme ça, en tant que couple. Et pour terminer, on va essayer de faire le point au total. C'est de dire est-ce que Lala est soumise ou pas? Le peuple veut savoir. Elle est soumise parce que je lui facilite la tâche. Oh, il fallait que tu dises un truc bizarre. Est-ce que tu penses que les rôles traditionnels, comme ceux qui sont proposés par l'auteur dans le livre, le rôle de l'homme qui est autorité, machin, et puis la femme qui est soumission dans le sens de obéissance, est-ce que tu crois que ces rôles traditionnels-là peuvent encore répondre aux défis des relations de couple modernes? Dans notre société actuelle, je ne pense pas que ça puisse répondre à ces défis-là. Que ça puisse survivre même, oui, je pense. Survivre même parce que on est maintenant dans une société où les femmes sont autonomes. Les femmes travaillent beaucoup plus qu'avant. Les femmes sont à don, quoi. Voilà, elles sont indépendantes financièrement. Elles sont même l'élite. Voilà. Parce qu'en plus, ça pèse. Hein. Voilà. Parce qu'elles ont donc la charge de la femme. Et puis maintenant, on leur rajoute une charge d'homme. Et puis, on est dans une société où elles veulent pouvoir jouir de toutes leurs compétences. Ben oui. De tout ce que les la femmes société ne savent leur pas offre. faire doucement, en fait. Tout ce que la société offre. Oui, à 100%. Personne n'a envie d'être catégorisé en fonction de son genre, à certains plaisirs ou bien à certaines limites. Ça. On veut pouvoir faire ce que les autres Quand font. il est l'heure de gazer, là, les femmes rentrent à la maison, changer les enfants. Il y a beaucoup plus de femmes qui font d'afterwork. Bien sûr que oui. Avant, ça n'existait même pas. Si elles faisaient afterwork dans leur cuisine, elles leur collier en pelle, avec leur coiffure gaufrée là. Novelas, c'est un nouveau style là. Les moments avant, quand il n'y avait pas de télé là, elles faisaient des gâteaux ensemble, leurs enfants nageaient ensemble, elles faisaient de la limonade et préparaient pour leur mari. Tu vois, un peu genre la famille américaine version chez nous, la version africaine. C'est beaucoup plus difficile maintenant. Bah, évidemment. Les frustrations que ça crée. Mais ça crée énormément de frustrations. En fait, l'auteur dit dans ce chapitre-là, elle dit qu'elle pense que c'est le fait d'avoir mélangé et les genres et les rôles qui a créé et limité les naissances, tout ça là, que c'est ça là qui a fait que les rôles sont mélangés et que la femme ne sait plus où se mettre. Mais en fait, la femme n'a jamais su où se mettre réellement dans la société dans laquelle on est en train d'évoluer. Parce que la société évolue tous les jours avec des défis. Et elle-même aussi, Constance, je trouve qu'elle est un peu... Elle dit une chose et son contraire. Parce qu'en même temps, elle dit que pour le confort des enfants, qui sont eux les rois de la société, on refuse par exemple à une femme de rester à la maison pour s'occuper de son enfant malade. Il faut qu'elle ait un arrêt maladie aussi. Sinon, il faut aller faire un papier à la mairie pour prouver que tu étais de bonne foi quand tu es resté à la maison, etc. Donc en gros, les femmes ne sont pas gâtées par la société, mais en même temps, on leur demande d'être bien gentilles et bien mignonnes, de ne pas avoir de personnalité, de ne pas s'exprimer. Et par exemple, les femmes comme moi sont régulièrement jugées. Hein. Oh, mais quel dragon, celle-là, son mari souffre. Son mari, on sent même qu'il galère. Ça, c'est quel gars qui peut marier une go comme ça? Juste parce qu'en fait, je suis mature, je suis autoritaire, j'ai un caractère, j'ai une personnalité que j'impose. Parce que quand c'est un homme qui impose, on trouve que c'est bien, que c'est un Woody, que c'est un gars qui a du caractère. Mais quand c'est une femme, c'est automatiquement une garce, une peste, une sorcière, un dragon. Et je trouve ça, au-delà de dommage, en fait, je trouve ça bête parce que
on ne sait même pas lequel de nos enfants sera comme ça, que ce soit fille ou garçon. Je trouve même que l'exemple même de dire traditionnellement ou bien selon la religion, je trouve que les gens sont de mauvaise foi. Puisque dans la Bible, il y a des passages où on Très demandait clair. de valoriser la femme et où on demandait d'aimer la femme comme on aime l'Église. Oui, au point de mourir pour elle, c'est le Voilà, cas de ton livre. Tu ne peux pas dire à l'Église de se soumettre à toi. Si on toi, dit de tu n'es pas l'aimer prêt comme- de mourir. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis au-delà, quand je lis dans la Bible, ce sont les femmes qui font les hommes. Dans la Bible, c'est Sarah qui a fait Abraham. En fait, c'est même, attention, c'est même Esther qui a sauvé tout son peuple en se mariant avec un roi qu'elle n'aimait pas. C'est à chaque fois les femmes qui sont les héroïnes. Et dans le proverbe 31, le fameux proverbe qui dit « Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur », et on te dit tout ce que la femme vaillante et valable fait. Et tu es étonné parce qu'en réalité, tu ne t'attends pas à ce qu'une femme, c'est écrit dans le psaume, que son mari est quelqu'un grâce à elle. On dit que grâce à elle, son mari est reconnu jusqu'aux portes du pays. Donc en vérité, Dieu n'est pas fou. Il sait que c'est un complément magnifique d'avoir une femme, mais encore faut-il qu'elle se connaisse, qu'elle connaisse ses forces et ses faiblesses, qu'elle accepte de travailler sur elle et qu'elle soit prête à évoluer et à pouvoir évaluer le type de personne qui se présente à elle. Si tu fais un défaut d'évaluation, tu vas te retrouver avec un sujet de prière, pas avec un homme de prière. Ouais. Parce que encore... Et je trouve que de la même manière, la société évolue et les hommes demandent aux femmes maintenant de travailler, d'apporter une contribution financière. C'est de cette même manière, les femmes aussi devraient demander aux hommes la parité dans les tâches ménagères, la parité. En fait, elles doivent demander ça à la base de la relation. Pas quand on est marié, parce qu'après, on ne fait que reproduire ce qu'on a fait quand on était en cheminement. Mais déjà, est-ce que déjà même, c'est pas, elles ne reproduisent pas le schéma de leurs propres parents? C'est ça. Parce que nous, on est bien d'accord que là, on est en train de reproduire le schéma exact. Toi, tu as corrigé. Moi, par exemple, mais j'ai beaucoup erré. Ouais, même. Je corrige jamais. Je refuse même de corriger. Ceux qui refusent de corriger sont ceux qui refusent d'admettre. Ça s'appelle le déni. Ils refusent d'admettre même qu'ils sont malades ou qu'ils ont un problème. Mais aujourd'hui, on est bien d'accord que toi et moi, nous sommes en train de répéter le schéma de tes parents. Parce que c'est le schéma qui nous convient. Parce qu'on est conscients tous les deux que ce schéma-là nous plaît et qu'on a envie de le reproduire avec nos enfants. Qu'on ne planifie pas de se quitter. Qu'on ne planifie pas d'avoir peur l'un de l'autre, etc., etc. On gérera les problèmes au fur et à mesure qu'ils arriveront. Et je suis bien contente d'avoir fait ce podcast avec toi. Même si peut-être le son ne sera pas génialement au rendez-vous. Mais je pense que la prochaine fois, on va s'améliorer. D'ici vendredi prochain, on va trouver les ressources pour pouvoir le faire mieux. Et Harry aussi est fatigué de nous regarder en attendant, se disant, mais ceux-là, ils vont arrêter ils vont arrêter de parler à quel moment là, pour qu'on puisse dormir. Voilà, parce qu'il rentre, il sort, il monte, il descend, le pauvre. Donc voilà, on était ravis. Dopamine, si tu as quelque chose à dire en dernier, je te laisse le dernier mot. Ou bien je prends le dernier mot. Pas vraiment, j'ai déjà tout dit. J'espère que les hommes vont pas copier, mais vont trouver leur être complémentaire. Le but de l'amour, c'est d'être heureux. Pas forcément de faire comme tout le monde. Donc, que chacun trouve sa soumise à sa façon. Ce conseil est plus pour les femmes, mais comme je suis un homme, sinon c'est plus pour les femmes. Trouver des hommes qui leur sont soumis. Être soumise aussi est une vertu. Mais il faut qu'elles comprennent la définition d'être soumise. C'est pas de s'abandonner, c'est pas de souffrir. Ça, c'est pas de la soumission, c'est de l'esclavage. Ah, il y a des gens qui se sentent encore un peu en Égypte là-bas en train de se faire frapper pour soulever les cailloux. Ils appellent ça aussi le mariage. Donc bon, je veux dire, c'est bien. Et j'espère que les autres épisodes seront toujours aussi bien. Donc maintenant que ta soumise a fini son podcast, on peut aller maintenant se coucher après avoir chassé le chat du lit. Et puis on donnera rendez-vous vendredi prochain pour le chapitre... alors ce sera le chapitre 1 du 2e livre qui est Épouse-la et meurs pour elle. Alors là, j'ai vraiment hâte de lire le premier chapitre de ce livre. Je te laisse le lire en premier parce que c'est toi qui vas faire les questions. Cette fois-ci, c'est moi qui ai posé les questions. Mais la semaine prochaine, c'est toi qui vas poser les questions. Bon, voilà, on a fini. Tchuss, tchuss, à vendredi prochain. Bye.